Quatrième séquence de ces rencontres autour des métiers de demain pour laquelle nous accueillons Bouchra Aliouat. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice engagement citoyen à KPMG et nous allons parler avec vous d'entreprendre avec impact. Entreprendre avec impact, on doit le comprendre comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez, moi je pense que déjà il faut peut-être revenir quelques années en arrière parce que finalement lorsqu'on parle d'entrepreneuriat à impact, il faut savoir qu'il y a toute une histoire. Moi pour avoir évolué effectivement dans ce secteur et depuis 20 ans, c'est pas quelque chose qui date d'hier. On a vu l'émergence finalement de cette notion, on l'appelait pas comme ça à l'époque, hein, de cette notion d'entrepreneuriat à impact au début des années 2000. Bien sûr, vous avez des grands mouvements au niveau international avec le Global Compact au début des années 2000 qui s'adressaient justement aux grandes entreprises avec cette notion et cette volonté de dire qu'il faut que l'entreprise soit responsable. Il y avait cette notion de responsabilité des entreprises et qu'elles devaient effectivement intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Mais là, on s'adressait aux grandes entreprises en leur disant il faut vraiment que vous ayez une politique responsable. Là, on est à quelle époque à peu près? Début des années 2000. Vraiment 2000 avec vraiment l'émergence du Global Compact. Ensuite, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez ces grandes organisations mondiales, mais vous avez aussi des mouvements qui ont commencé à émerger et qui voyaient finalement l'entrepreneuriat différemment. Je parle de quoi? Je parle par exemple effectivement de tout... Alors on va recommencer en France, tout simplement. En France, il faut savoir qu'en 2002, vous avez une association qui s'appelle Enactus, qui était une émanation finalement d'une grande ONG au niveau international, que j'ai eu le plaisir effectivement de lancer en France. Et je peux vous parler de cette expérience puisque c'est celle que j'ai vécue. Effectivement, en 2002, lorsque je lance Enactus, qu'est-ce que Enactus? C'était un programme qui s'adressait aux jeunes, aux étudiants, pour leur expliquer que finalement l'entreprise pouvait aussi avoir un impact positif et qu'on pouvait mener des projets de ce qu'on appelle entrepreneuriat social et qu'il ne s'agissait pas uniquement de faire de la charité ou en tout cas d'identifier un besoin social ou environnemental et de venir juste finalement faire une œuvre de charité, mais qu'on pouvait vraiment construire finalement des modèles économiques autour de cette dynamique. Et c'est comme ça qu'on appelait finalement l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social à l'époque. Autant vous dire qu'au début des années 2000-2002, lorsque j'allais par exemple dans les grandes écoles leur expliquer ce que c'était que l'entrepreneuriat social, on me regardait avec des grands yeux, évidemment. Limite, on me disait que j'appartenais à une secte parce que vous aviez des étudiants, par exemple, qui faisaient des projets de microcrédit en 2003. On leur disait, c'est une honte de faire des projets de microcrédit, vous devriez leur donner de l'argent. Directement. Vous êtes en train de piquer l'argent des pauvres. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a eu tout un mouvement, effectivement, et Enactus en fait partie. Après, 2004, vous avez le mouvement du BOP, de la base de la pyramide. Pareil, là, qu'est-ce que c'est? On va s'intéresser finalement, on part du principe que le marché capitaliste tel qu'il s'adresse aujourd'hui, s'adresse juste au haut de la pyramide. Or, vous avez quand même une communauté pauvre et qu'on pouvait finalement utiliser la force de l'entreprise et du système capitalistique pour éradiquer la pauvreté. Et donc, s'intéresser à ce qu'on appelle le marché des pauvres. Et donc, ça, c'est ces mouvements-là qui ont aussi permis de voir l'émergence du social business. Et ça, le social business, ça date des années, effectivement, 2004. Hein, je vous parle de ça en 2004. Ensuite, en France, vous avez Ashoka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ashoka, mais c'est en 2005. Ashoka, c'est vraiment une ONG, pareil, internationale, qui s'implante en France et qui met un mot vraiment sur cette dynamique d'entreprendre à impact, qui est l'entrepreneuriat social. Et l'un des plus grands, je dirais, porte-drapeau d'Ashoka, c'est Mohamed Younous, prix Nobel de la paix en 2006, pour justement ces projets liés au microcrédit. Et donc, il y a tout un mouvement. Voilà, honnêtement, c'est juste pour vous dire qu'au début des années 2000, on sent effectivement une émergence, en tout cas, de cette dynamique d'entrepreneuriat social qui va conduire effectivement à ce qu'on a vu aujourd'hui avec cette accélération. Je parle de la loi Hamon, par exemple, en 2014, avec les agréments ESUS, qui permettent d'avoir un statut
pour une entreprise sociale. Et puis la loi Pacte 2019 qui permet cette fois-ci aux grandes entreprises d'adopter ce qu'on appellera le statut de société à mission. Très bien. Merci. Merci pour cet exposé, cette présentation et cet historique précis et érudit. Et nous a rejoint donc Jean-Marc Dardalon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous-même, ce modèle économique à impact à Red & White, dont vous êtes le président et le fondateur, oui. Vous incarnez ce type de démarche et de problématique. Présentez-vous et présentez peut-être... J'ai écouté les solutions présentées au niveau social, au niveau impact, avec plaisir, parce qu'évidemment, on est complètement concerné dans cette type de démarche. Dans cette démarche. Donc nous développons des solutions de mobilité éco-responsable basées sur un modèle social vertueux, où on est très éloigné de tout ce qu'on entend parler actuellement de société de mise en relation. Et nous pensons qu'effectivement, il faut que l'entreprise tire les gens vers le haut, que l'entreprise puisse épanouir, que la personne qui travaille avec l'entreprise, qu'elle soit salariée ou partenaire, sous-traitant, c'est là où on est très différent des sociétés de mise en relation. On ne facture jamais à la place d'eux, on est impliqué juridiquement et commercialement dans le produit que l'on vend. Et les chauffeurs donc indépendants, on essaye de faire en sorte effectivement que le chauffeur indépendant, tant dans le revenu que dans la façon de travailler et dans la formation, puisse être épanoui. D'accord. Vous pouvez alors peut-être présenter Red & White en deux mots à notre, à notre public. Red & White a pour ambition de décarboner le transport professionnel de personnes avec une flotte de véhicules 100% électriques sur l'ensemble du territoire, tout en offrant des solutions de mobilité dédiées au rural et au périurbain. On est bien sûr basé à métropole parce que pour aller dans le rural, les grands noyaux de communication se trouvent en métropole. Donc, grâce à ces chauffeurs partenaires, donc salariés ou salariés, grâce à ces voitures électriques, toute entreprise, toute association, tout particulier, via une application, peut réserver à l'avance un véhicule à la voiture ou à la place, puisqu'on mutualise les trajets, pour se rendre de rural en rural ou de gare en rural ou du rural en aéroport. Et vous avez commencé à quelle époque On a commencé un peu avant le Covid. D'accord, ok. Alors là, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la société existe depuis 2015, mais pour moi c'est une reconversion. Je suis issu du milieu du cinéma, de la télévision et ingénieur du son. Et je voulais rentrer dans mes terres natales, et donc je suis Cévenol. Et donc il y a eu toute la phase reconversion, découverte du métier, et l'application est sortie en 2019. C'est pour ça que je parle, le vrai démarrage de la société, de l'activité, c'est 2019. Ok, très bien. Alors justement, qu'est-ce qui pousse les entreprises et les entrepreneurs à revoir leur modèle, leur organisation, à se tourner vers de nouveaux modèles, également, comme on a pu le faire chez Red & White? Alors, qu'est-ce qui pousse les grandes entreprises, c'est ça? Ou les entreprises Les entreprises de manière générale. C'est vrai que c'est peut-être partie des grandes entreprises, mais non, mais toute entreprise, évidemment. Je pense que de toute façon, c'est une nécessité. On ne peut plus. Aujourd'hui, autant vous pouviez avoir, il y a 10-15 ans, plutôt une action volontariste, à savoir que l'entreprise voulait, de manière volontaire, intégrer ses préoccupations sociales ou environnementales, ou en tout cas cette notion d'impact. Aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi? Évidemment, on en a parlé juste avant, hein, dans les différentes interventions. Il y a la génération, évidemment, la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui pousse, qui pousse effectivement, et qui veut intégrer des entreprises responsables, des entreprises engagées, des entreprises qui se mobilisent et qui ont une empreinte sociale ou environnementale d'ailleurs, hein, plutôt positive, mais pas que. Attention. Je ne pense pas que c'est juste feu de la nouvelle génération. Il faut aussi que vous ayez au plus haut niveau de l'entreprise, évidemment, des personnes qui portent une vision aussi et qui soient convaincues, évidemment, que l'entreprise est en train d'avoir un vrai bouleversement, en tout cas, sur cette notion de... On veut aussi faire du profit. Évidemment, on est une entreprise, on est là pour faire du profit, mais pas à n'importe quel prix.
C'est ça qui est important. Et ça change complètement de paradigme. Et vous l'avez dit juste avant, c'est qu'on veut aussi avoir une contribution. Et on parle d'impact aujourd'hui, mais bon, l'impact a un peu dévoyé ce mot finalement, mais c'est aussi la contribution de l'entreprise. Moi, je parlerais d'éthique. Oui, il y a l'éthique, évidemment. C'est l'ancêtre finalement de la RSE, vous avez raison. Mais en tout cas, et c'est ce que vous faites aussi, c'est que vous voulez vraiment apporter votre contribution. Vous voulez faire du business. Tout le monde veut effectivement faire du business et faire du profit, mais pas à n'importe quel prix. Et on veut avoir une contribution. Et ça, c'est porté par le fondateur, par vous, évidemment, ou par les grands dirigeants des entreprises. Et c'est également suivi bien sûr, poussé par la génération qui arrive sur le marché de l'emploi. Red and White, c'est combien de salariés? On peut vous le demander? Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est 3 salariés. On était 5 il y a quelques semaines de cela, mais justement de la difficulté à sortir d'une vision court-termiste. Il y a par exemple 2 salariés, chauffeurs, qui ont préféré nous quitter pour aller travailler pour les sociétés de mise en relation. Donc effectivement, vous parlez de vision tout à l'heure. Et notre difficulté actuellement, c'est de persuader les gens d'avoir une vision sinon à long terme, au moins à moyen terme, et de sortir du court-termiste. Et c'est là où on est complètement en opposition dans ce qu'on appelle l'ubérisation, le service de mise en relation. C'est pas ubérisation dans le dictionnaire, donc je ne fais pas de la pub en disant ça, c'est l'ubérisation au sens général, du terme, qui est sur une vision purement court-termiste. Et c'est toute la difficulté justement de cette vision de convaincre les gens, de dire mais allez plus loin que les 3 mois, 6 mois de l'année, projetez-vous à 2 ans, 3 ans avec effectivement une vision sociale, une vision écologique, une vision environnementale, une vision à long terme de bien-être pour vous. Ce que je voulais signifier en vous demandant le nombre de salariés de votre entreprise, 3 ou 5, c'est que finalement ce type de vision peut être partagé dans une société de conseil d'audit de 10 000 salariés, comme dans une, et l'objectif, comme dans une entreprise de 3 ou... Voilà. Et l'objectif, c'est 18 salariés dans 2 ans. Quoi. Voilà. Vous sentez ça, vous partagez ça aussi, vous vous retrouvez dans ce discours d'un chef d'entreprise qui travaille à une échelle complètement différente de celle du groupe dans lequel vous œuvrez quotidiennement? Oui, on retrouve, vous avez raison. Enfin, après, comme je vous l'ai dit, c'est un mouvement aujourd'hui, sans vouloir effectivement porter quelques jugements que ce soit. Je ne sais pas si, par exemple, une entreprise comme Total pourrait voir le jour. Je ne sais pas. Au vu finalement des grandes préoccupations au niveau environnemental, de la puissance aussi de la jeunesse qui s'interroge vraiment sur la planète qu'on peut avoir, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait finalement créer des entreprises qui seraient autant polluantes, vous voyez? C'est vraiment une question, je pense que vous avez raison, vous inscrivez finalement dans un mouvement aussi qui est qu'on veut retrouver finalement de l'impact, effectivement, et réconcilier, ça c'est important, on veut réconcilier les enjeux sociaux et environnementaux avec le profit. Voilà. Pour nous, ils sont liés. On ne peut pas faire de transition écologique sans mettre l'humain au cœur de l'activité économique. Donc qui dit impact environnemental, on est forcément dans l'impact social. C'est impossible de faire de l'impact environnemental sans faire de l'impact social. D'accord. Donc là, ce sont plutôt les jeunes qui mettent la pression. On ne va pas leur mettre la pression, on ne va pas leur mettre une pression supplémentaire. Ce sont plutôt les jeunes qui mettent la pression, parce que c'est ce que vous disiez quand nous préparions ces rencontres, que des jeunes bien formés préfèrent de plus en plus, disiez-vous, apporter leurs compétences au bien commun et peut-être délaisser des entreprises ou des grands groupes qui seraient... Alors, vous en avez cité une, peut-être moins 10 ans sur le plan environnemental, énergétique, voire social d'ailleurs. Oui, parce que ce qu'on peut remarquer, le phénomène, mais moi je le vois parce que, pour tout vous dire, voilà, on a créé une fondation d'entreprise il y a de ça 15 ans. Ça fait partie aussi des outils qui étaient à disposition des entreprises pour apporter cette contribution sociale. C'est la loi Liagon 2003 qui permet finalement à toute entreprise, quelle qu'elle soit, de faire de l'intérêt général. Je ne sais pas si vous imaginez, entreprise qui fait du profit, on lui dit vous allez pouvoir faire de l'intérêt général. Et pour faire ça, donc, on avait la possibilité finalement d'avoir cet outil qui était une fondation d'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, bon, avant,
je vous dis ça il y a 15 ans, c'était un peu considéré comme la danseuse du président. Hein. Clairement, le président avait telle cause qu'il voulait adresser, bon, on va lui créer sa fondation. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, en tout cas nous concernant, c'est que cette fondation qu'on a créée il y a 15 ans, elle a permis aussi de construire le projet de société à mission qui nous a conduit effectivement à devenir société à mission. Parce que on avait effectivement cette fondation d'entreprise qui devient aujourd'hui, en tout cas qui était aujourd'hui un élément fort d'attractivité pour les jeunes qui ont envie de retrouver dans leur entreprise un engagement quel qu'il soit. Finalement, nous, on s'engageait beaucoup sur l'entrepreneuriat social, sur l'entrepreneuriat de manière générale, sur l'éducation, sur le décrochage, etc. Et donc, les jeunes, ils peuvent, encore aujourd'hui, bien sûr, ils peuvent, sur leur temps de travail, s'impliquer dans des actions d'intérêt général qui sont portées donc par l'entreprise, jusqu'à 6 jours par an, par exemple. Et ça, c'est un élément vraiment d'attractivité important pour les entreprises. Et donc, ça conduit effectivement à attirer finalement ces jeunes et puis à ce que l'entreprise soit beaucoup plus connectée aussi. C'est ça qui est important. Quand on parle des entreprises, ce qu'on a oublié, et ça c'était Porter qui en avait parlé, c'est la création de valeur partagée. Il opposait finalement la RSE à la création de valeur partagée. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'une entreprise, et c'est ce que vous faites vous, elle doit être connectée à son écosystème. C'est très important qu'elle soit ancrée sur son territoire. Et plus elle va identifier finalement les besoins de son territoire, plus ça sera bénéfique pour elle. Donc, plus elle donne une contribution, comme vous, l'emploi, le développement finalement aussi un peu écologique vert, et bien plus ça réagira, bien sûr, sur votre entreprise. Très bien. Cet engouement pour les jeunes, notamment pour les startups à impact, vous disiez l'avoir vous-même constaté. Oui. Sur votre territoire, alors, oui. Vous pouvez rappeler quel est votre territoire où vous êtes basé? Alors, le siège est à Bessèges, au nord d'Alès. Et la zone de chalandise première est Montpellier, puisque c'est à Montpellier où on a commencé à se développer. Et on est un petit peu à Lyon et on sera bientôt sur Toulouse. D'accord, très bien. Voilà. Par rapport, justement, on a un très bon exemple, c'est ma collaboratrice qui est derrière, qui est dans le public, qui a fait le choix de rester au Darren & White alors qu'on était tout petit. Et par rapport à la formation qu'elle a faite, elle aurait pu intégrer une grosse société. Et c'est vraiment l'éthique, la philosophie environnementale et sociale qui fait qu'elle a décidé de rester chez nous. Très bien. En ce qui concerne la convergence des attentes, c'est quelque chose que vous avez évoqué également lorsque nous préparions cette réunion. Quels sont pour ces métiers de demain, finalement, s'il y avait une attente majeure, quelle serait-elle, selon vous? De la part de l'employeur comme de la part du public intéressé? Pour les métiers de demain, vous voulez dire? Oui. Déjà, j'ai envie de vous dire, les métiers de demain, on ne les connaît pas. Donc, comme ça, il faut partir sur une base qui est claire, c'est qu'on ne sait pas ce qui vient. Mon métier, typiquement, n'existait pas. Je l'ai clairement créé, effectivement, parce que ce sont des métiers qu'on appelle à impact, effectivement. Donc, moi, je pense que déjà, les métiers n'existent pas, ça, c'est une chose. Mais je pense qu'effectivement, on va retrouver cette question de construire le monde de demain. Honnêtement, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est quel que soit finalement le métier qu'on va exercer, on veut, de manière générale, avoir un métier qui a évidemment du sens, ça on le dit bien, mais qui contribue aussi à construire une société durable pour demain. Donc, quel que soit le métier. Voilà, c'est ce que je dirais. Oui, en fait, c'est créer du lien. Créer du lien dans le territoire, créer du lien intergénérationnel. C'est pas pour rien qu'on parle énormément de mobilité inclusive en ce moment aussi. Il faut des choses qu'on a oubliées ces 20-30 dernières années. Et c'est vraiment ça, c'est créer du lien sur un territoire. Alors, une question qui va peut-être intéresser également le plus jeune public, c'est la question de la rémunération, du salaire. D'abord, ces métiers, jusqu'à quel point sont-ils valorisés? La question de salaire elle-même est-elle encore
pertinente, je ne dirais pas pertinente, mais doit-on la comprendre comme on la comprenait quand nous rentrions sur le marché du travail à 20, 25 ou 30 ans? L'auto-entrepreneuriat se développe également avec ses avantages, ses limites, ses dérives. Vous parliez d'ubérisation de la société, il y a un volet social aussi dans ces questions-là et dans le débat sur l'ubérisation en général. J'utilise le terme de façon générique également, comme vous l'avez utilisé. Vous-même, pour votre recrutement, est-ce que c'est une question qui vient très rapidement? C'est compliqué. C'est compliqué. Expliquez-nous. C'est compliqué. Donc moi, dans la vision à long terme, effectivement, moi je suis un entrepreneur qui défend le salariat. Mais encore une fois, un salariat, pas un salariat des années 70, effectivement, où la personne va rester à un poste et va faire toute sa carrière. Bon, mais quoi qu'il en soit, je crois au modèle social européen lié au salariat et que pour moi, l'ubérisation, c'est le modèle anglo-saxon. Alors, mais il y a entrepreneuriat ou auto-entrepreneuriat. Le problème de l'auto-entrepreneuriat, on est dans l'anarchie totale. Ça va effectivement d'une personne qui n'a pas été formée, qui arrive sur le marché du travail et qui, du jour au lendemain, se met auto-entrepreneur. Donc, il n'y a pas de référence. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, ça va aussi à la personne qui a une expérience professionnelle sérieuse et qui est, par exemple, à 40 ans, décide de quitter le modèle salarial et passe aux entrepreneurs. Là, c'est beaucoup plus, évidemment, défendable du fait que la personne est expérimentée. Donc, oui, l'auto-entrepreneuriat, ça peut être intéressant, mais dans la mobilité, le service dans lequel on travaille chez Red & White, on est face effectivement à un auto-entrepreneuriat de la précarité. Et ça, c'est désastreux. C'est désastreux parce que finalement, on retourne à un travail à la tâche du 19e siècle où les gens sont payés à la semaine avec un coût en dessous du SMIC. Et évidemment, au moindre problème, accident de véhicule ou maladie, le château de cartes s'effondre, il n'y a absolument plus, il n'y a plus aucune protection. Aucune couverture, rien. Etc. Sauf à prendre des mutuelles personnellement. Voilà. Donc peut-être faudrait-il penser à réguler là-dessus dans cette vision de l'entrepreneuriat qui, moi, je ne suis pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'être contre l'entrepreneuriat, il s'agit effectivement de ne pas faire n'importe quoi dans un mode de fonctionnement. Écoutez, moi, de ce que je vois, maintenant, j'ai envie de vous dire, rien n'est défini. J'ai vu une telle évolution en 20 ans sur ces questions-là que je ne pourrais pas dire que le modèle du salariat, par exemple, est le meilleur modèle. Je ne sais pas. Je vois plutôt, effectivement, je ne sais pas, peut-être qu'on va abandonner le salariat. Effectivement, parce qu'il y a tellement des modes de travail qui sont totalement différents, notamment avec cette jeunesse qui pousse. Hein, ça ne les fait pas rêver de travailler 20 ans dans une société, dans une grande boîte. Hein. Je vous le dis, hein, ça c'est évident. Alors maintenant, il y a ces statuts d'auto-entrepreneur, d'entrepreneuriat social, qui ont vu leur émergence, des startups sociales. Attention, un entrepreneur social, ça peut être une association aussi. Vous imaginez que le statut, même, n'est pas forcément une entreprise, ça peut être une association. Il y a une telle diversité. Vraiment dans les structures hein, de ces modes d'entrepreneuriat et d'entreprise qu'il va falloir effectivement à un moment se pencher sur la question parce que j'entends beaucoup effectivement cette précarité. Moi, j'ai jamais vu un entrepreneur social qui est millionnaire. Hein. Ça n'existe pas. J'en ai pas vu aucun. J'en ai vu aucun comme ça qui a explosé, voilà. Mais parce que c'est pas la vocation première non plus, évidemment. Donc, à vrai dire, c'est assez logique. Donc j'ai envie de vous dire, pas de réponse précise, mais ça va se construire au fur et à mesure du temps. Maintenant, ce que je peux constater, grande entreprise nous concernant, il y a une vraie attractivité, évidemment. Sur mes métiers, par exemple, sur les métiers, voilà, on a vu une réelle évolution. Avant, on n'était pas forcément bien considéré dans le sens où c'était pas forcément des métiers stratégiques. Aujourd'hui, comme on l'a dit juste avant sur la table ronde, ça devient vraiment des métiers stratégiques. Donc on voit effectivement que les métiers, en tout cas pour ceux qui sont vraiment des experts, sont très recherchés et valorisés. Maintenant, ce que je peux constater, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas un critère. Ce n'est plus un critère. Un jeune, aujourd'hui, vous lui proposez un gros contrat dans une belle boîte avec tout le package, etc.,
il va vous dire je sais pas. Et peut-être qu'il favorisera une expérience moins bien payée dans une start-up sociale ou dans une entreprise sociale parce qu'il y aura plus de sens, parce qu'il y aura plus d'impact, parce que, etc., etc. Donc même ce facteur-là de rémunération n'est pas forcément un élément, me semble-t-il, qui permettrait de capter plus de talents. L'idéal, ça serait effectivement de pouvoir développer un auto-entrepreneuriat qui a de la protection. Voilà. Et aujourd'hui, cette protection, elle n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je ne suis pas spécialement attaché au salariat. Je suis attaché au modèle qui protège. Qui protège, bien sûr. Ce type de modèle idéal sera peut-être plus compliqué à mettre en place dans des entreprises à 10 000 salariés plutôt que dans des petites structures. Ou alors on peut aller vers. Vous savez, on disait que j'ai envie de vous dire, on disait que le télétravail n'était pas possible. Hein. Le Covid nous a tous montré qu'on pouvait travailler de n'importe où sur l'ensemble du territoire. Non mais vraiment, il y a des freins qu'on peut avoir effectivement, que tout à chacun peut avoir, notamment dans des grandes entreprises. Et encore une fois, vraiment, aujourd'hui, on a adopté, vous aviez le DRH de KPMG tout à l'heure qui était présent, c'est le nouveau contrat. Donc on va aller par exemple sur la semaine de 4 jours, payer 5 pour les hommes notamment sur les questions de maternité. On est sur ce qu'ils appellent du flexibility work total, donc vous pouvez travailler de n'importe où, en France évidemment. Quel que soit, vous n'êtes pas obligé d'être physiquement au bureau à la Défense, en tout cas pour Paris ou dans les différents bureaux. Enfin, j'ai envie de dire, on est en train de vivre une vraie révolution du monde du travail et de notre fonctionnement. Donc j'ai envie de dire, moi, adaptons-nous au changement progressivement, voyons ce qui se passe. Et puis en plus, il faut vraiment, je pense, utiliser les techniques de ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc, qui sont les bases. Moi, je vois ça. Je vois que l'entrepreneuriat social et tout ce mouvement de l'innovation sociale infuse aussi dans l'entreprise. Et donc, dans les grandes entreprises. Et donc, on va adopter ces méthodes on va tester, on va expérimenter, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, génial, on démultiplie. Si ça fonctionne pas, on arrête et on essaye autre chose. Et c'est des méthodes que vous utilisez, vous, certainement, dans les entreprises. C'est comme ça. Donc, voilà. Ou partir sur des modèles, vous évoquez l'exemple du télétravail, partir sur des modèles mixtes, parce que finalement, les entreprises qui adoptent le télétravail ne sont pas passées à 100% de télétravail du jour au lendemain. Non. On propose aux salariés 2 jours, 2 jours chez soi. Voilà, exactement. Ouais. Très bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour la qualité de vos interventions, peut-être sur les sujets que vous avez développés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors. Merci. Pour mettre en relation beaucoup d'informations qui ont été données, vous avez dit que notre génération, elle est fortement impactée par l'écologie, on porte beaucoup d'intérêt à ça, mais vous dites aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les métiers impact qui réussissent millionnaires, comme vous avez pu dire. Je suis d'accord qu'on accorde forte importance à l'écologie, à tout ce qui est environnement, mais on a tendance aussi à faire de plus en plus de longues études dans une motivation financière. Vous pensez qu'on ne peut pas cumuler les deux réellement, à avoir un vrai métier à impact et réussir financièrement plus que d'ordinaire, c'est pas possible pour vous? Vous vouliez répondre? C'est une excellente question. Ah oui, j'adore. Alors, je pense que là, la remarque, c'était sur l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ce que je constate sur les métiers, donc les gens qui sont salariés, c'est que les salaires augmentent énormément et que maintenant, ils sont à peu près équivalents au business classique, entre guillemets. Donc, c'est presque plus un sujet, entre guillemets. Merci pour cet éclairage. Oui, en effet, je ne dis pas que vous pouvez pas avoir des carrières et puis vous enrichir. C'est pas ça. C'était vraiment sur cette question d'entrepreneuriat. Vous voyez, de création d'entreprise. Je ne connais pas aujourd'hui, même vous citiez tout à l'heure la marque des baskets VG, ouais. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense pas qu'il soit non plus millionnaire parce que il y a cette question de sobriété aussi. Quand on s'engage dans ce type d'entrepreneuriat, on cherche effectivement avant tout à avoir l'impact
social ou environnemental plus que son enrichissement personnel. Mais maintenant, pour vous, grands étudiants, comme vous le dites, si vous voulez avoir ces carrières à impact, bien sûr que si, je pense que vous pourrez absolument concilier les deux et que les grilles, comme vous le disiez, de rémunération ont considérablement augmenté, je dirais, oui, ces 5 dernières années, de plus de 30%. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir, effectivement. Ouais. Et alors, j'ajouterais quelque chose, c'est qu'effectivement, dans la vision de l'entrepreneur, enfin, dans laquelle je me situe, on a plus l'ambition de créer de la richesse que de faire de la richesse. Et en tout cas, moi, pour ma part, c'est pour ça qu'il faut gagner de l'argent, c'est pour ça que l'entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Il ne s'agit pas d'être déficitaire, mais c'est bien sûr de gagner sa vie, mais c'est vraiment créer de la richesse, le deal. Merci. Pour votre génération. Merci à vous deux. Et nous allons